GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alchemist. Comment tu vas? Très bien, et toi? Merci de m'avoir convié à cette émission. C'est très plaisir. Eh ben, merci à toi de l'avoir accepté. Ça me fait aussi très plaisir. En plus, tu as une typologie, si je peux me permettre de classer les invités comme Hmm. ça, que je n'ai pas reçu avec un profil un peu plus technique, du coup, de développeur notamment. Oui, Je vois que tu es exact. collab manager aussi sur ton Twitter. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc, ça Ouais. me fait plaisir de te recevoir. En plus, on est dans un Discord commun. On n'avait pas forcément eu l'occasion de trop échanger. Donc, on va se Ça servir va, de ce ça va être podcast l'occasion. exactement pour le faire. Bah, écoute, avant d'attaquer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu quel est ton parcours et comment tu as débarqué dans le monde du Web3, des cryptos et des NFT? Alors, j'ai eu une première, on va dire, introduction au monde des cryptos quand un ami m'a parlé du Bitcoin il y a des années, une dizaine d'années, je dirais, où j'ai survolé un peu ça sans investir et sans vraiment creuser la chose. Bon, une erreur vu le prix du Bitcoin actuellement. Euh, donc voilà, après j'ai laissé quelques années de côté tout ça. Et ensuite, je suis revenu via des vidéos YouTube. En fait, je voyais de plus en plus de vidéos sur YouTube qui parlaient des crypto-monnaies, des NFT aussi. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu, via aussi des influenceurs qui parlaient du NFT. Donc, c'est pas forcément les meilleurs projets, mais voilà, je suis rentré par ce biais-là. Donc, en commençant, en allant sur différents Discord, échanger avec les gens, savoir un peu ce que c'était, comment ça se passait, etc. Donc, j'ai eu mes première crypto via le Coinbase Reward, que beaucoup connaissent, je pense, qui permet de faire des petits questionnaires et d'avoir des cryptos gratuitement. Donc c'est intéressant pour avoir le premier crypto, voir comment ça fonctionne, comment on achète, etc. Euh, Et toi, du coup, ensuite, c'était plutôt l'aspect investissement et gagner de l'argent qui t'intéressait ou c'était aussi l'aspect tech c'était au début, il n'y avait pas forcément enfin c'était pas investissement ou tech, c'était vraiment découvrir un nouvel univers. Ok, Voilà, donc vraiment découvrir tous ces aspects. Je suis rentré par le côté investisseur et après, je ouais. me suis rapidement, du coup, intéressé à la partie technique. Du coup, parce que je suis développeur depuis plus de 7 ans, quelque chose comme ça. Je travaille pour une entreprise en tant que développeur, du coup, à temps plein. Et Ok, à côté, je m'intéresse, du coup, à tout l'écosystème NFT et crypto technique. ok, donc aujourd'hui, tu as encore une double casquette avec un travail IRL, on va dire, et ton activité dans le Ouais, Web3. c'est ça, Ok, exactement, ouais. ok. Et du coup, tu commences par acheter des cryptos et en même temps des NFT ou c'est devenu l'un après l'autre? J'achète d'abord des cryptos, voilà, sur des applications basiques, Binance, Crypto.com, etc. Et après, du coup, je rentre dans quelques projets, euh, voilà, qui me plaisent, sans forcément dire vraiment. Donc, vraiment plus sur la découverte, pour minter un premier NFT, savoir ce que c'est un smart contract, surtout sur Ethereum, etc. Et après, au fur et à mesure, du coup, j'essaye de rentrer dans des groupes, style Alpha Call, pour essayer de fructifier tout ce portefeuille-là. Et voilà, je fais grossir mon portefeuille petit à petit comme ça. Et à côté, du coup, sur la partie tech, je m'engage dans plusieurs communautés françaises, juste en tant que membre classique, en les aidant à trouver des collaborations, en trouvant des rafles, des choses comme ça. Du coup, je me fais, entre guillemets, un peu remarquer parce que je suis très actif et j'aide beaucoup. Donc, on me propose de rentrer dans le staff en tant que bénévole, comme donc faire partie de l'équipe et faire grossir le projet. Donc là, c'est plus sur l'aspect collab manager que dev. Ouais, tout à fait. Ok. Je rentre. Ouais.
Et pardon, je te coupe, tu peux peut-être expliquer ce que c'est un petit peu ce rôle de collab manager pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas ce que c'est? Alors, Colab Manager, c'est une personne qui va aider des nouveaux projets NFT à expandre leur visibilité à travers d'autres groupes Discord. C'est un des pans du marketing pour pratiquement tous les projets, que ce soit crypto, NFT. Le but est de faire des concours sur des communautés Discord pour faire connaître du coup le projet en question à toute la communauté et ainsi faire grossir le nombre d'utilisateurs euh, ou de followers sur le projet en question et donc monter la hype. Voilà, donc en gros, ça consiste à contacter des projets pour savoir s'ils veulent qu'on fasse une promotion de leur projet en échange de quelques whitelists ou quelques airdrops. Ça dépend des projets. Donc voilà, globalement, à quoi ça consiste. Et puis l'avantage, c'est que du coup, tu te fais énormément de contacts parce que C'est bah, ça, t'es c'est en... vraiment, c'est un poste ouais, qui permet d'avoir beaucoup de contacts parce qu'on rentre directement avec souvent des fondateurs de projets euh, ou d'autres collab managers. Il y a aussi une entraide de se donner des collabs entre collab managers, ce qui permet de se faire un réseau et du coup après de faciliter le travail euh, très largement. Et puis sachant qu'on... T'as fait ça du coup pendant le boom des NFT en 2021-2022? Ou tu faisais ça un peu avant? Non, oui, c'est ça, 2021-2022, c'est dans ces eaux-là. Ouais, donc en plus, avec ce qu'on a connu, ça devait marcher du tonnerre avec tous Ouais, les ça marche projets qui bien. sont Bah, lancés. ouais, c'est ça, il y avait je sais pas combien de projets par jour qui sortaient, donc ouais, ça arrêtait pas. Et du coup, le système de rémunération, ce que tu disais, c'est toi, tu pouvais gagner une whitelist, par exemple, ou un airdrop en tant que collab manager. Ouais, ça, j'étais pas payé par les projets pour lesquels je travaillais. Je prenais des whitelists ou des airdrops à chaque fois que j'en récupérais pour moi, en fait. Ok. Voilà, c'était un accord avec le projet pour lequel je travaillais. Donc, par exemple, tu avais, je sais pas moi, 20 whitelists, t'en offrais par exemple à 19 personnes avec qui tu collaborais, et puis toi, tu t'en gardais une pour faire le mint et te Ouais, rémunérer c'est comme ça. ça en vendant le NFT, par exemple, ou en gardant. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, top. Et du coup, ça, je me Euh, suis toujours demandé si ça prenait pas trop de temps ou ça devait nécessiter une certaine organisation, parce que déjà, en tant qu'investisseur, quand tu essayes de dig dans notamment des Discord, t'as l'impression que, enfin, moi, dès que je suis dans plus de 3 Discord, je suis noyé. Donc, toi, je sais pas si quand tu es collab manager sur plusieurs projets en même temps, je sais pas, tu as des petites techniques ou tu es un peu sous l'eau et tu essayes de survivre ou comment ça se passe? non, ouais, faut être organisé, ça c'est sûr. Après, ce que je conseille, c'est de bien trier ces Discord. Discord permet de faire des dossiers directement sur l'application. Donc, faire des dossiers par exemple, les projets avec lesquels on collabore, les projets pour lesquels on travaille, etc. Euh, Gérer après tout ça par un Excel avec du coup les collaborations que je lance, avec du coup différentes informations, le Twitter, combien de whitelists, combien de airdrops s'il y en a. Mettre des rappels dans le calendrier. En fait, ça reste de l'organisation assez basique, mais il faut le faire, sinon je pense qu'on peut être ouais, vite fait sous l'eau et oublier de rendre une collab ou quelque chose comme ça. Ok, top. Donc, du coup, une bonne organisation, pas mal de boulot sur le boom des NFT. Et du coup, tu fais du collab management quoi, jusqu'au crash un peu été 2022. Ouais, j'en fais toujours un peu aujourd'hui. En fait, je faisais ça parce que j'aimais bien du coup rencontrer de nouvelles personnes et en même temps, ça permettait d'avoir des whitelists pour des bons projets sans justement farmer le Discord comme on l'a connu en 2021-2022 où il fallait tout le temps être actif si on voulait avoir la whitelist, etc. Je continue toujours aujourd'hui à faire club manager, mais vraiment de temps en temps, et je vais plus trop contacter les projets. Ok, C'est plus des collab managers qui travaillent pour plusieurs projets qui me contactent pour savoir si je veux des whitelists pour tel ou tel projet. Et du coup, je dis oui ou non en fonction du projet, mais je suis plus proactif de ce côté-là. ok. Ouais, c'est du bonus, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as pu mettre à...
Bah, contribution, un peu ton métier de full stack développeur dans le Web3 ou t'as pas forcément eu l'occasion encore aujourd'hui? Si, si, tout à fait, ouais, justement, parce que je me suis fait, entre guillemets, un peu connaître en étant collab manager sur quelques projets. Et donc, j'ai pu rentrer dans le développement, du coup, par ce biais-là, donc des gens qui me connaissaient sur le Discord, qui cherchaient des développeurs pour lancer des collections, des applications web. Donc, j'ai appris de mon côté à créer des smart contracts, pages de mint, etc., pour tout ce qui est EVM, donc Ethereum, BNB, etc. Et donc, au fur et à mesure, les gens me contactaient au début, c'était vraiment des petits projets, genre juste un smart contract, mais vraiment de mint classique, une page de mint, voilà, des choses vraiment classiques. Ensuite, j'ai été contacté pour faire le site, la collection et la page de mint pour Spartan. Du coup, une personne que j'ai rencontrée sur Discord il y a plusieurs années, et du coup, on était toujours en contact. Il a lancé son projet, il m'a contacté pour ça. Donc ça, c'était l'un des premiers gros projets, on va dire, que j'ai pu faire. Et ensuite, j'ai pu être contacté, pareil, par de bouche à oreille, toujours, par Chosen, qui a créé Index, qui est une application de mise en collaboration des projets entre eux pour en fait faciliter la vie des collab managers et du coup gérer les collabs, parce qu'on peut voir un peu ce que fait Alphabot dans sa nouvelle version. Donc ça, c'était un gros projet sur plusieurs mois. Euh, et voilà à peu près les missions que j'ai pu faire dans le Web3. Donc là, les deux gros projets et deux petits trucs à côté. Et, Et non, l'aspect développement des smart contracts, etc., c'est de l'autodidacte? Ou tu te oui, ouais, formes? 100%. Ok. Après, c'est les technologies que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc Solidity qui ressemble un peu, on peut dire, au JavaScript, qui est un langage de programmation. Donc j'ai pu apprendre tout seul en lisant la documentation, en regardant des vidéos YouTube. Il y a beaucoup de contenu disponible gratuitement sur ça. Donc j'ai appris au fur et à mesure des expériences et puis moi en faisant des tests de mon côté, de smart contract, de page mint, etc. Parce qu'en plus, la responsabilité, elle est quand même très élevée si tu te rates dans le smart contract. Oui, oui, c'est vrai que la responsabilité du développeur est assez grosse, que c'est ça qui peut faire échouer un mint et donc le projet dans sa globalité dans certains cas. Ouais. C'est pour ça qu'on teste beaucoup. J'ai eu quelques gros problème, un gros problème que j'ai en tête, mais qu'on a réussi à surmonter. Mais globalement, du coup, il faut juste beaucoup tester, euh, quitte à déployer même une vraie version à côté pour être sûr de tester, que tout se passe bien, que toutes les fonctions sont bien implémentées, qu'on puisse retirer l'argent du smart contract. Ouais. Voilà, des choses comme ça. Parce que ça va être quoi les principaux risques? Bon, tu peux peut-être avoir des bugs et ça marche pas, mais après, c'est plus peut-être du hack. Les plus gros risques, donc le premier auquel je pense, c'est ouais, de ne pas pouvoir retirer l'argent du smart contract. Parce que sur les smart contracts style Ethereum, dès qu'on mint un NFT, l'argent est stocké sur le smart contract et pas envoyé au propriétaire directement. Donc, si une fonction est pas prévue dans le smart contract pour retirer l'argent, l'argent est bloqué sur le smart contract à vie. On ne peut plus modifier le smart contract. Dans les versions antérieures, maintenant, il y a des choses qui se font avec des smart contracts qu'on peut modifier, mais avant, on ne pouvait pas. Et puis avoir ça, mauvaise gestion des gaz ici, donc les frais pour, par exemple, ajouter les whitelists, etc., qui peuvent être exorbitantes. Et, euh, et donc le mine peut bien se passer, mais le propriétaire du projet ne peut pas ajouter la whitelist parce que ça coûte beaucoup trop cher euh, l'investissement pour un mint. Ce genre d'erreur, après le hack est possible aussi. C'est pour ça qu'il faut faire vérifier son smart contract, le blinder avec plein de conditions différentes. Voilà les plus gros problèmes qu'on peut avoir quand on fait ce genre de développement. Après, côté page de mine, ça peut être le site qui n'accepte pas autant d'utilisateurs.
Ouais. Vu des fois sur quelques projets, quand il y a un afflux pour un projet très hype, le site crash parce qu'il y a trop de monde. Donc ça peut être un problème aussi. Ok. Et quand tu fais des tests, tu as toi tes propres tests. Est-ce que aussi tu demandes à un autre dev un regard un peu extérieur? Parce que j'imagine, bon, j'ai jamais fait de développement, mais quand tu es sur le même truc pendant des heures et des heures, il y a des choses que tu vois plus en fait, tellement tu y as passé de temps. Ouais, exactement. Ouais, t'es un peu la tête dans le guidon des fois quand tu bosses beaucoup sur quelque chose. Donc, soit demander de l'avis oui, à d'autres développeurs, soit faire des tests très rigoureux. Et aussi, du coup, généralement, je demande au projet en question de tester. Donc, il y a une page de Mint sur testnet, avec un smart contract sur testnet. Et du coup, toute l'équipe du projet peut simuler un Mint classique comme dans la réalité pour être sûr que tout se passe bien. Et du coup, aller de toutes les phases de Mint jusqu'au retrait de l'argent du smart contract pour être sûr que tout se déroule comme il faut. Ok, top. Et du coup, principalement sur, enfin, tu bosses principalement sur Ethereum du coup. Ouais, bah, toutes les cryptos, enfin toutes les blockchains qui sont compatibles VM, Hmm. parce que du coup, le langage de programmation des smart contracts est le même pour tous. Je suis principalement là-dessus. Ok, donc tout, Ethereum, donc L2 compris. Oui, Forcément, ouais, ok. ça peut être du Blast, du Base, peu importe. Ok, top. Top. Et pour revenir un peu à la rémunération, je pensais du collab manager, donc on l'a expliqué, ça peut être via des whitelists, par exemple. Et on entend souvent, enfin moi personnellement, quand les devs participent à un projet ou à la sortie d'un nouveau token, ils sont souvent payés dans le token du projet. Euh, Toi, c'est quelque chose que tu as déjà fait également? Non, jamais. Tous les projets s'étaient payés comme un contrat de freelance, en fait, avec Ok, une somme prédéfinie. ok, Euh, voilà, pas de pourcent du mint ou de token ou de. J'ai eu quelques NFT, c'est arrivé pour certaines collections. ouais, Mais voilà, donc c'est vraiment des contrats style freelance, quoi. ok. Bon, après, c'est moins risqué, au moins tu sais ce que tu as pour le travail que tu as accompli. C'est ça. C'est que je préférais aussi ça, parce que beaucoup proposent de payer une fois le mint passé, mais on sait que grosse partie des projets sont voués à l'échec ou sont même des rugs par moment. Donc Hmm. je préfère ça va être payer un fixe à la réalisation, peu importe ce que fait le projet après, qu'il explose ou qu'il va à zéro, moi je suis sécurisé de ne pas avoir travaillé pour lui. Ça se tient. Et pour revenir peut-être un petit peu sur les NFT, du coup, tu as participé à plusieurs projets, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Toi, en tant que, si on sort un peu de l'aspect pro de développeur ou de collab manager, est-ce que toi, à titre personnel, tu as investi dans certaines collections? Je vois que tu as une PFP, on en parlait juste en off, que tu as gardée depuis quelques temps, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai quelques NFT après. J'ai eu la fâcheuse tendance à hold les NFT trop longtemps, à croire au projet qui au final n'arrive pas à délivrer. Donc Hmm. aujourd'hui, j'évite de trop garder les NFT. Je suis plus sur du flip. Après, j'ai quelques communautés où je reste dedans, comme NFT Friends, où j'ai un pass, qui est un alpha, qui donne accès à un alpha groupe. Donc ça, je le garde. Ma PFP que je garde aussi. Mais après le reste, sinon, je ne suis pas particulièrement attaché. Donc dès que ça peut être revendu, ça. Ok, tu prends tes profits et on passe à autre chose. C'est ça, j'ai eu trop de profits non pris en se disant que ça allait performer par la suite. Donc maintenant, j'essaie de sécuriser un maximum. Ok. Et niveau crypto, c'est pareil, t'as continué d'investir sur plusieurs tokens, t'es resté sur un peu sur les mêmes ou sur les trois gros BTC, ETH, Solana ou... Niveau crypto, j'ai un portefeuille, on va dire, enfin deux portefeuilles. Un portefeuille qui est celui qui est le plus conséquent, qui est l'investissement moyen long terme,
où là, j'ai le top, Bitcoin, Ethereum, Solana, un peu de BNB, parce que j'avais été payé comme ça par un projet que j'ai gardé jusque-là. Donc ça, c'est des choses que je regarde pas, qui restent là et qui seront à vendre plus tard. En fait, c'est pas du tout du trading. Et une autre partie qui est moindre dans mon portefeuille où là, j'ai plus de shitcoin, memecoin, ou quelques cryptos de second rang qui sont quand même toujours dans le top 100, on va dire, mais qui là sont des tests, enfin, avec plus de risques, avec, enfin, le risque-reward qui est plus grand, quoi, mais du coup, la perte est peut-être plus grande aussi. Donc voilà un peu. J'achète plus depuis quelques temps. J'ai acheté avant que ça monte. Enfin, j'ai réacheté avant que ça monte là, à 70K. Donc là, pour l'instant, j'attends que ça revienne, quoi, à la hausse. Ok, top. On va attendre ça de pied ferme. Là, on oscille un petit peu. Aujourd'hui, quand on enregistre fin juin, on est plutôt dans le rouge d'ailleurs depuis quelques temps. Enfin, dans le rouge. Oui, Par rapport au top, évidemment, depuis plusieurs mois, on reste quand même dans le vert, mais ça peut pas monter oui, tous les jours de 5 ou 10%. c'est sûr. Ok, donc un aspect collab manager que tu développé du coup pendant le boom et que tu as mis un petit peu de côté, donc là c'est en bonus quand on vient de contacter. Exactement. Tu fais plus de dev du coup aujourd'hui. Euh, Tu nous as expliqué que tu avais un travail IRL, si je puis dire. Euh, Ouais. Toi, tu as la volonté à terme de travailler que dans le Web3, pas forcément les deux. La sécurité peut-être d'un côté et le fun de l'autre te convient? Comment tu vois un peu les choses? L'objectif, c'est de se lancer 100% en freelance. Après, pas forcément dans le Web3 à 100%. Parce que j'ai encore quelques projets en cours niveau Web3 où je suis associé. Donc là, c'est du travail un peu plus long terme et qui prend pas un temps fou, mais qui du coup avec une régularité. Donc ces missions-là, les garder et à côté faire du freelance sur Web3 ou Web2, en fait, pas de préférence, c'est là où il y a du travail. Mais c'est l'objectif quand même ouais, de se consacrer à 100% au développement en indépendant. Ok. Et toi, tu l'as vu évoluer comment le space depuis 2 3 ans? Depuis 2 3 ans, bah, les méta qui changent beaucoup, avec là, bah, en ce moment, l'arrivée un peu des dégènes avec beaucoup de jeux. Donc, j'ai l'impression qu'il s'est un peu nettoyé avec moins de projets, vraiment là que pour faire de l'argent, même s'il en reste beaucoup, mais il y en a beaucoup moins qui sortent par jour. Donc, un peu de maturité, même si ce qui marche beaucoup en ce moment, enfin, surtout là, mois de juin et les derniers mois, c'est tout ce qui est dégène, même coin, shitcoin. Donc, peut-être ouais, un peu moins de scam, mais plus de gambling quoi, dans, dans ce que font les gens en général, en fait. Et c'est quelque chose que tu regardes avec attention, enfin, quand un projet vient de démarcher pour bosser dessus, parce que des fois, tu peux ne pas connaître grand-chose, j'imagine, quand tu participes au développement, tu es vraiment au tout début. Ouais, c'est pas difficile de juger si le projet vient de se lancer. Hmm. Donc là, dans ce cas-là, faut regarder les fondateurs du projet, un peu les gens qui suivent ce projet. Sinon, quand le projet est un peu plus avancé, regardez l'engagement qu'il a sur Twitter, surtout. On voit le nombre de likes, reposts, etc. Et après, de toute façon, prendre une collaboration, ça engage pas à grand-chose parce qu'on fait un concours pour la communauté pour faire gagner des whitelists. Après, c'est la responsabilité de chacun de faire ses propres recherches sur le projet en question et de faire le choix s'il veut y participer ou pas lorsque le projet sort pour de vrai, quoi. Donc en soi, je regarde un petit peu vraiment quand je vois qu'il n'y a pas d'engagement ou que le projet est très bancal, je refuse. Mais après, j'accepte aussi des gènes parce qu'on voit que les dérivatives marchent
souvent, les premières en tout cas pour les collections NFT. Donc ça, j'accepte. Après, voilà, chacun fait ses propres recherches. Nous, on est juste là pour donner des whitelists à la communauté et du coup, pour pouvoir faire mint à bas prix avant tout le monde. Et voilà, donc c'est à eux de choisir à la fin, quoi. Et quand ça, c'est plutôt peut-être sur l'aspect collab management et sur l'aspect dev, peut-être un peu plus compliqué même, non? Bah, niveau dev, je regarde pas forcément. Ouais. Parce qu'en fait, la personne, ça dépend en fait des missions, mais si il y a quelque chose de pas clean, généralement, je vais pas le faire. Enfin, je vais pas le faire dans tous les cas. Mais après, quand on me demande juste quand on passe smart contract, une page de Mint, je cherche pas à comprendre forcément le projet, vu que lui, il veut juste un développeur qui fasse ça rapidement pour pas cher. Donc, je le fais. Et après, voilà, si le projet fonctionne, fonctionne pas, euh, c'est- ça me touche pas après, quoi. Ok. Après, ça va être que pour les projets où je suis associé, où là, bah, vraiment, là, du coup, je suis investi dans le projet. Je fais partie de l'équipe. Donc là, bah, bien sûr, je fais attention avec qui je travaille et puis savoir, du coup, si les personnes sont de confiance et si le projet a de l'ambition, quoi. Ok. Ok, ça marche. Canon. Et, euh, toi, c'est sur. Est-ce que tu démarches des fois pour travailler avec des projets ou c'est surtout les gens qui viennent te contacter avec de bouche à oreille, comme tu l'expliquais tout à l'heure? Au tout début, je démarchais un petit peu. Enfin, je disais que j'étais développeur ou dès que je voyais un message de quelqu'un qui cherche un développeur, je me présentais en tant que tel. Maintenant, c'est essentiellement du bouche à oreille. J'essaye aussi de développer quelques petits outils de mon côté. Et du coup, là, quand c'est des outils que moi, je développe toute seule à ma propre initiative, j'essaie de démarcher des projets pour qu'ils testent l'outil, le mettre en place sur leur Discord si ça leur plaît, et du coup, se faire connaître comme ça. Ah oui, quand tu dis outil, c'est toi, tu développes ton petit un truc qui permet d'aider des projets et tu vendrais cette solution-là en gros. Ouais, c'est ça exactement. Quand je dis outil, ça peut être un bot Discord ou une application web, des choses comme ça. Ok. Et il y a déjà des choses que tu as développées dont tu voudrais parler ici? Un Le exemple? dernier projet en date, ouais, que j'ai sorti, ça s'appelle Raise. C'est une plateforme web qui permet d'être au courant des dernières rafles de tous les projets. Parce qu'en fait, le problème que j'ai vu, c'est qu'on a une multiplication d'outils qui permettent de faire des rafles. On a eu Alphabot qui était le premier, maintenant on a Lutigo, Atlas, Uber, etc. Et donc l'idée de Raise est de centraliser toutes les rafles en automatique. Euh, et donc ainsi de permettre aux utilisateurs d'être au courant dès qu'il y a une nouvelle rafle qui sort, au lieu d'aller voir sur tous les sites. Il est tenu au courant instantanément et il peut s'inscrire et donc espérer gagner une whitelist par ce biais-là. Donc ça, c'est parti, on va dire, pour les utilisateurs classiques. Après, il y a une partie un peu plus B2B pour les fondateurs de groupes ou communautés Discord, qui est un bot Discord qui permet du coup de poster euh, les RAF des projets sélectionnés. Donc en fait, le fondateur du groupe Discord va choisir sur l'interface les projets qu'il veut suivre. Donc les projets qui, selon lui, valent le coup de participer au RAF pour gagner une whitelist. Et du coup, ces RAF-là seront postés tous les jours sur le Discord. Voilà, comme ça, toute la communauté pourra être au courant des dernières RAF et du coup des projets généralement qui sont bien, en tout cas bien perçus par le fondateur de ce groupe Discord. Ok, ouais, du coup, c'est des bots, enfin un bot Discord surtout, ouais. Comme tout se passe dessus. Ouais, bah pour le poste des RAF, pour les projets, c'est votre Discord. Après, pour l'utilisateur, c'est plus l'application web. Ouais, ok. Ouais, on pourrait penser faire aussi, bon, ça doit exister, mais des bots avec les mints intéressants ou Ça, il y en avec. a pas mal qui sortent déjà Ouais, de bots comme ça.
Ouais, tu peux avoir des bots, quoi, des revues un peu de marché sur certaines, je sais pas, le top 10 des collections NFT, et tu le sors tous les matins à 8 heures. Ça peut être des choses comme ça. Ah oui, tout à fait. Bah là, c'est pas l'objectif de Raise, mais après, on peut imaginer Oui, ouais, plus en idée, ok, en idée générale. Et ça, c'est pour un développeur. Si tu as une idée de bot que tu veux développer, ça se passe comment? Tu démarres from scratch ou tu as déjà je sais pas, des sites qui référencent des centaines de bots et toi, tu viens uploader, je sais pas, ton plugin ou ton outil? Non, généralement, quand j'ai une idée, je l'écris, quoi. Je garde des notes de toutes mes idées. Après, quand il y en a une qui me hype bien, je commence à la développer. Et puis après, je pars from scratch. En fait, je développe en codant de zéro. Donc, j'utilise pas forcément d'outils. Là, j'ai fait une extension Chrome il y a pas longtemps pour s'inscrire à toutes les rafs Alphabot en un seul clic sans avoir à cliquer sur un bouton, quoi. Enfin, sans avoir à cliquer sur toutes les rafs. Et ça, je suis parti de base. Je fais un petit code qui permet d'avoir une extension et un petit script derrière qui inscrit l'utilisateur à toutes les rafs. Donc, en fait, à chaque fois, c'est de la recherche, comment le faire. Quand on a l'idée, on voit comment le mettre en place et après, on le développe et puis voilà. Ok. Et ça, ce sont des choses que tu mets à disposition gratuitement. C'est quoi l'idée derrière ou pas? Ou d'ailleurs, tu le fais payant pour te rémunérer? Parce que j'imagine que Le, pour un développeur, le fait de créer un outil, de le mettre à disposition, c'est peut-être une manière aussi indirecte de montrer un peu ce que tu sais faire, de faire parler toi, et ça pourrait t'amener derrière des contrats rémunérés. Tout à fait, c'est ça. Bah là, par exemple, le bot dont je viens de parler pour Alphabot, il est gratuitement disponible sur les marketplaces d'extension. Il n'a pas vocation à être payant, c'est vraiment juste, ça m'a fait marrer de le faire, ça m'a pris quelques heures. Et voilà, ça fait profiter. Et puis, comme tu disais, c'est une vitrine. Après, les gens se souviennent que c'est toi qui as fait ça. Ils aiment l'outil. S'ils cherchent un développeur, bah, ils penseront à toi directement. Mhm. Après, côté Rails, l'idée, c'est de là, pour l'instant, c'est de finir le développement, s'il reste encore quelques fonctionnalités à faire, le faire connaître et après, peut-être, trouver un business model dessus pour avoir une rémunération. On n'y est pas encore, mais c'est l'objectif à long terme. Ok. Et il n'y a pas de... Comment ça se passe un peu la concurrence bah, vis-à-vis de tes homologues dev? Parce qu'on a l'impression, moi je ne suis pas du tout issu du milieu tech, mais d'un côté, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Comment ça se passe? C'est facile de trouver des contrats, c'est un peu galère, ça dépend des spécialités. Je pense que ça dépend des spécialités et aussi surtout de la réputation. Je vois sur les différentes blockchains, que ce soit Ethereum ou Bitcoin, il y a quand même quelques développeurs qui se sont fait connaître en travaillant pour des énormes collections, comme par exemple les développeurs d'Azuki ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est soit avoir une réputation, et du coup là, je pense qu'il n'y a pas de problème pour être contacté pour trouver des missions. Sinon, faut démarcher. Mais après, moi, comme je t'ai dit, je démarche pas trop en ce moment. En fait, c'est surtout du bouche à oreille. Les gens viennent me voir. Euh, donc, je prospecte pas beaucoup de mon côté, en tout cas pour l'instant. Oui, puis tu as entre guillemets un petit peu de bouteille, tu t'es créé ton réseau, tu as ton travail aussi à côté, donc c'est pas comme si tu devais remplir Oui, le frigo absolument d'ici la fin du mois en chopant n'importe quel contrat, entre guillemets, quoi. oui, c'est ça, exactement. Mais après, le mieux, c'est de trouver des projets solides et comme ça, se faire une réputation. C'est ce que j'essaie de faire aussi en aidant des projets un peu, des gros projets, en leur demandant s'il n'y a pas besoin d'un petit développement, des choses comme ça. Bon, ça, Mhm. c'était au début. Mais voilà, c'est pas juste pour se faire connaître et sur un réseau. Donc, toi, ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute, c'est potentiellement de proposer un petit outil gratuit ou une petite fonctionnalité qui permettrait d'aider des projets. Ouais, pour commencer, ouais. Bah ouais, je penserais genre soit faire des concours de développement. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais j'en ai déjà vu sur des gros projets où des gens, du coup, proposaient des contests pour développer une petite application. Et là, du coup, ça permet de gagner en visibilité. Et en plus, si
concours y gagner, voilà, d'avoir vraiment une exposition assez énorme. Donc, ouais, proposer ce service gratuitement ou faire des sites classiques au début, sans forcément au côté Web3, mais plus pour se dire un portfolio, ou sinon répondre du coup aux annonces, ou se mettre sur des sites de freelance. Voilà ce que je conseillerais pour débuter. Après, la compétition est de plus en plus rude, j'ai l'impression, surtout pour les, les choses basiques, comme les smart contracts pour une collection classique ou une page de Mint. Il y a de plus en plus d'outils qui font ça un peu en no-code. Il y a de plus en plus de ressources. Donc, beaucoup de développeurs proposent ça, donc la concurrence est assez rude. Si on veut se démarquer, il faut aller sur des technos qui sont moins bouchés pour l'instant, comme par exemple sur Bitcoin en ce moment. Les ordinals marchent beaucoup et il n'y a pas énormément de développeurs, j'ai l'impression, qui proposent ces services-là. Donc, essayer de trouver ouais, ce qui permet de se démarquer par rapport aux autres, quoi, que ce soit au niveau techno ou réalisation précédente. Ok, ok, bon bah les jeunes développeurs qui nous écoutent en prendront rigueur, en tiendront rigueur, pardon. Mm. Et ouais, c'est vrai que c'est pour rebondir, moi, j'ai un ami qui il y a quelques années, qui s'était réorienté professionnellement et qui a fait une école pour devenir développeur. Et c'est vrai que les difficultés qu'il avait rencontrées, c'est un peu ce que tu évoques, même si ça n'a rien à voir en termes de secteur d'activité, mais c'est qu'il était en concurrence avec les juniors, entre guillemets, beaucoup, et que les entreprises cherchaient plutôt des seniors où il y avait beaucoup moins de concurrence. C'est un peu ce que tu évoques là. Oui, c'est vrai, les entreprises aussi cherchent, bon, ça dépend des projets en fait. Mm. C'est des projets qui vont chercher quelque chose de très basique, du coup la concurrence sera rude avec tous les débutants. Mais après, pour des gros projets, là, du coup, il faudra avoir quelques années d'expérience et des choses à montrer pour espérer être embauché. Mm. Ok. Et pour sortir de l'aspect, on va dire, un petit peu technique, toi, tu communiques en anglais, c'est ta description, enfin, sur Discord aussi, bah, sur Twitter, il est en anglais. Ouais, Bon, évidemment, tweeter en anglais ou communiquer en anglais, ça permet de toucher beaucoup plus de projets. J'imagine que c'était le but initial. c'est ça exactement. Ouais. Est-ce que tu penses que communiquer en français, c'est une erreur? On se tire une balle dans le pied ou il y a peut-être plus un coup à jouer? Ou il y a assez de travail pour se permettre ce luxe, on va dire? Ou non, tu conseilles vraiment de communiquer en anglais? J'ai commencé moi personnellement à communiquer en anglais, mais comme tu disais, pour toucher plus de personnes. Parce qu'après, tous mes contrats, sauf un, étaient avec des personnes non francophones. Donc, Ouais. ça m'a permis de voilà, travailler un peu partout dans le monde. Après, je pense pas que se tirer une balle dans le pied d'avoir ces réseaux sociaux en français. Je pense même que ça peut être un atout parce que la sphère du coup anglophone euh, représente pratiquement, je vais dire une bêtise, mais 80% des gens dans cet univers. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour bah, du francophone dans cet écosystème. Donc, je pense que ça peut être une bonne carte à jouer si on débute sur les réseaux. C'est une question que je me pose régulièrement. Est-ce que pas en français ou pas? Toujours pas de réponse de prise, mais ça se réfléchit au début. Après, bon, un switch est toujours possible. Après, c'est pas grave s'il y a un changement en cours de route. Et pour quelqu'un qui débute, tu le conseillerais du coup peut-être de voir plus large et communiquer en anglais. Ça dépend ce qu'il veut faire. Je dirais que choisir le français, c'est plus pour avoir une image publique. Vu que la sphère francophone est plus petite et il y a moins de gens qui font du contenu en français, pour devenir une sorte d'influenceur ou de content creator en français, Mhm. faire du français, ça me semble pertinent. Après, si c'est pour avoir le maximum de contacts et sans avoir forcément beaucoup de visibilité sur les réseaux, l'anglais suffit très bien et permettra peut-être justement de toucher plus de gens pour trouver des clients ou des choses comme ça. Ok, top, ça marche. Et du coup, nous, si on est rentré, pour ce qui nous a permis de rentrer en contact,
pour ce podcast aujourd'hui, c'est que on s'est retrouvé dans le même groupe Discord, celui de Modern NFT que j'avais déjà évoqué sur la chaîne YouTube. Présentation, un des services du groupe. Donc, toi, tu bosses avec Modern et Kaneki sur ce projet-là, du moins sur l'aspect développement. Ouais, Euh, exactement. Comme c'est un projet que je connais un petit peu, enfin, du moins, je suis dans le groupe Discord, peut-être que ça vaut le coup de passer quelques minutes dessus. Mes questions sont peut-être un petit peu plus pertinentes et moins généralistes. Du coup, pour résumer, donc c'est un alpha groupe avec plusieurs services à l'intérieur. Et pour aller un peu plus loin que le groupe Discord, il y a aussi il y a un des services qui est la DAO. Et pour ceux qui veulent creuser, il y a des vidéos sur YouTube. J'en mettrai peut-être une dans la description. Mais il y a la notion, et je voulais m'arrêter là-dessus, de mint, de NFT, de burn aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ce que tu as fait pour pour l'écosystème Modern NFT? Tu as fait quoi? Tu as fait le groupe Discord, tu as fait le site, peut-être le smart contract pour les NFT? Alors, pour Modern Club, j'ai fait du coup le site qui présente un peu du coup, le club dans son intégralité, donc une page web classique. À côté de ça, j'ai géré le smart contract et du coup la page de Mint et de Burn que tu as évoqué précédemment. L'idée était d'automatiser en fait la distribution des gains de la DAO tous les mois. Donc côté administrateur du site que seul Modern et Kaneki voient, il y a tout un outil en fait pour calculer le pourcentage des holders de la DAO, pour savoir combien leur dispatcher tous les mois, etc. Et faire un dispatch des fonds en automatique. Donc j'ai réalisé toute cette partie-là. L'idée était vraiment voilà, de tout automatiser, qu'il n'y ait pas de calcul à faire à la main ou de transactions à faire à la main. Et puis on est en train de réfléchir pour faire évoluer le site et avec du coup des souscriptions, des abonnements intégrés. Donc ça, c'est des choses qui sont en discussion, qui vont peut-être arriver dans le futur. Et c'était fait sur la blockchain, du coup sur le L2 Arbitrum, donc comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est un langage que EVM que tu maîtrises déjà. Ouais, exactement. Et oui, le système d'abonnement n'est pas possible en crypto avec la solution qui a été mise en place, donc ce serait de le faire directement sur le site. C'est l'idée. C'est Ok. toujours en discussion, mais ouais, l'idée, c'est de passer, de faire un système en interne pour éviter les frais et pouvoir payer en crypto-monnaie. Ok, et du coup, ça se passerait comment? C'est quoi? T'as un wallet qui est relié à un autre et t'as un prélèvement ou un envoi qui est automatisé. C'est encore à voir, pas forcément automatisé. Du coup, j'ai des idées générales pour l'instant, rien n'est acté, mais ce serait peut-être de pouvoir payer pour plusieurs mois Ouais, d'un coup et après de devoir repayer manuellement. Donc, pas ok. forcément un prélèvement pour la crypto-monnaie, ce qui me paraît plus sécurisé pour tous les utilisateurs. Donc voilà, ça Ça prendra peut être cette juste forme, un je envoi pense. de crypto, mais sans l'intervention d'un membre de Modern Club, par exemple, qui te permet de Oui, continuer c'est ton ça. abonnement. Ok. Oui, le but, c'est de tout automatiser. Donc, en fait, il n'y aura pas d'intervention d'un admin. Ce sera le membre qui veut s'abonner, envoie de la crypto-monnaie et du coup, lui est assigné les rôles nécessaires Ok. pour l'accès au Discord. Ok. Ok, donc tu as bossé sur le site, sur les smart contracts des NFT. Et le serveur Discord aussi, c'est toi qui as mis les outils en place? Non, ça, Non, c'est pas du tout. Kaneki et Modern qui s'en occupent. Ok. Euh, voilà, je suis en support si jamais il y a besoin, Ok. mais je m'en occupe pas trop. Et toi, c'est quelque chose que tu as déjà fait? De mettre en place des bots Discord? Oui, je l'ai fait plusieurs fois pour des projets sur lesquels je suis ou j'étais précédemment. Ouais. Euh, Après, je n'ai jamais essayé trop de me vendre en tant que créateur de Discord ou choses comme ça. Voilà, je préfère rester dans mon rôle de développeur qui m'intéresse plus. Je l'ai découvert il y a pas longtemps, peut-être un peu naïvement, mais j'avais vu quoi, qu'il y avait des jobs. Des mecs, leur job, c'était de monter un serveur Discord avec tous les bots, tous les channels, etc. C'est Ouais, vrai que c'est pas fort. Enfin, quand tu veux mettre beaucoup de choses en place et quand tu as beaucoup de membres, je pense que c'est pas évident. Moi, j'en avais fait un de mon côté, pas dans la NFT, dans un autre secteur d'activité.
Mais ouais, Non, quand c'est tu vrai que ça maîtrises pas, tu fait. peux vite te casser le crâne pendant Ouais, des c'est heures, voire des sûr. jours. Bah, surtout quand il y a, ouais, comme tu disais, plusieurs bots différents à configurer à chaque fois, la sécurité à gérer, ouais, c'est vite fait, c'est un bazar. Donc ouais, il y a des gens qui leur métier sont de créer du coup des Discord avec tous les outils nécessaires dessus. Et toi, c'est quoi je sais pas, le top 3 des outils que t'aimes bien avoir sur des Discord ou que tu utiliserais si t'en lançais un, même si on a bien compris que c'était pas ta spécialité, mais est-ce qu'il y en a deux, trois qui t'ont marqué? En outil, hum, ouais, après, ça va être des choses très classiques, mais rien que le CAPTCHA pour l'entrée, j'ai connu les Discord au début où il n'y avait pas de CAPTCHA, où c'était des choses un peu sombres, où on devait se connecter à un site. Maintenant, il y a des solutions qui sont directement intégrées, entre guillemets, au Discord. Ça, c'est quelque chose qui est sympa pour la sécurité. Euh, Après, des outils plus complexes liés à la crypto NFT qui permettent de calculer des bénéfices sur une collection ou de voir des graphiques, des choses comme ça. Donc, c'est des choses assez courantes dans les Discord du Web3, mais c'est juste que je trouve sympa à utiliser. Voilà, après, c'est ouais, des choses assez classiques. J'ai pas d'idée qui viennent en tête de bots révolutionnaires que j'ai pu tester. Ok, sinon c'est toi qui le développes. Oui, voilà. Si j'en ai un qui me manque, c'est moi qui le développe. C'est l'avantage de maîtriser les outils. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait un beau petit tour d'horizon. Est-ce que, je sais pas, il y a un projet, un outil ou un événement pendant ton aventure dans le Web3 qui t'a marqué plus qu'un autre et qu'on n'a pas évoqué, que tu trouves intéressant de partager? Si j'en ai un qui est en tête, donc qui est pas positif, mais qui peut être pas mal à rappeler, même si je pense qu'on rappelle assez souvent, c'est faites attention. J'ai été scam 2 fois déjà dans mon aventure Web3. Donc ouais, faites attention, croyez pas aux gens. Toutes les choses trop belles n'existent pas. Ah, il y Donc a un loup, hein, c'est ouais, trop beau. c'est ça exactement. Donc faites bien attention, utilisez des outils comme Pocket Universe pour vous protéger. Voilà, on le rappellera jamais assez, je pense, de faire attention dans cet univers, mais voilà, ça peut être dangereux un peu. Ok. Et toi, niveau sécurité, tu mets quoi en place? Que des fois, on voit un peu tout et n'importe quoi, soit des fois des extrêmes dans la sécurité et des fois des gens un peu trop Ouais. laxistes. Toi, c'est quoi un peu ton petit, je sais Je pas, me placerais milieu, je dirais, je suis pas extrémiste ni mais j'ai quand même quelques outils mis en place pour tout ce qui est NFT ou wallet, style MetaMask. Utiliser Pocket Universe, qui est un outil qui avant de signer la transaction, notifie l'utilisateur ce que va faire la transaction. Par exemple, retirer des fonds, retirer des NFT. Donc ça peut être très, très intéressant pour éviter les scams. Hmm. Après, utiliser Rabi Wallet qui protège aussi un peu plus que MetaMask, je trouve. Donc, plus d'informations sur le site. Donc ça, plutôt pour la partie trading et quand vous touchez à vos fonds régulièrement. Sinon après, pour tout ce qui est long terme, sur une ledger, enfin, un wallet, un hard wallet. Ouais. Euh, voilà, après, je suis pas trop un mania, j'ai deux, trois wallets avec un. Si vous faites beaucoup de flip ou de trading, gardez un wallet qui a juste les fonds et ne signe rien, qui sert juste de banque, et un autre wallet avec lequel vous pouvez faire moins attention, qui ne contient pas beaucoup d'NFT ou pas beaucoup de fonds. Comme ça, si jamais il se fait scam, il y a peu de pertes. Ok. Bon, de toute façon, c'est des choses qu'on a déjà abordées, mais ça fait pas du mal du tout de les rappeler. Ouais. Bien au contraire. Super. Bah, écoute, merci pour cette précision sur sur la sécurité. Et puis, à mon habitude, comme je l'ai fait sur les épisodes précédents, je crois qu'on en est une quarantaine, à 45, 46, je pose trois questions pour clôturer l'épisode, qui sont identiques Ok. à tous ceux qui passent derrière le micro. Euh, et du coup, tu ne vas pas déroger à la règle. La première question que je pose du coup à mes invités, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Ah, c'est difficile.
très classique, mais je dirais un punk. Ouais, bon, t'inquiète Rien pas, que c'est pour, 9 personnes sur 10. j'imagine. Et toi, c'est pour quelle raison, du coup? Rien que pour la stature, je pense que ça peut faire rentrer dans beaucoup de cercles qui sont privés, Ouais, faire rencontrer beaucoup de gens qui peuvent du coup après apporter des opportunités, principalement pour ça. ok. Et toi, tu penses quoi que si t'as un punk, c'est quoi, c'est pour l'aspect investissement ou même pour si t'étais dev demain avec un punk, tu penses que ça te permettrait d'aller sur des projets importants? Je pense que la PFP joue beaucoup dans l'écosystème. Après, ça Ouais. dépend pourquoi. Mais quand on démarche des gens, si on a une PFP qui est très connue, ou surtout un punk, les gens, je pense, vont peut-être plus enclins à répondre, même si ça va pas forcément découler sur une finalité, mais les gens vont peut-être plus répondre facilement. Mhm. Euh, donc voilà. Après, c'est peut-être une fausse croyance, je n'ai pas pu vérifier. Et malgré le fait que bah, là, on enregistre fin juin, on est le 24 exactement, l'épisode sortira peut-être de enfin, sûrement même quelques jours après. Même en voyant en ce moment le floor bien baissé, même pour celui des punks, il est à 25 au moment où on enregistre. C'est pas quelque chose qui te ferait peur? Non, parce que ça restera toujours, peu importe le nombre d'années que les NFT existeront, ça restera toujours l'un des premiers en fait. Et je pense que, comme les CryptoKitties, ça a une importance pour les gens qui s'intéressent aux NFT, enfin qui s'intéressent vraiment aux NFT. Donc je pense que ça aura toujours un poids, même si ça a beaucoup baissé. Ok, top, ça marche. Et le problème de ces collections, c'est si tu achètes un NFT bah, cher, tu as envie qu'il te plaise. Et souvent, bah, il faut que tu rajoutes plusieurs Ethereum au floor price déjà élevé Oui, pour choisir, quoi. ouais, pour trouver ton punk un peu idéal, entre guillemets. Mais bon, c'est des problèmes de riches, C'est ça. comme j'aime le rappeler. Bon, super pour la première question. Enfin, t'en as partagé beaucoup pendant l'épisode, mais si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Bon, on a évoqué la sécurité il y a 30 secondes, mais est-ce que tu en as peut-être un autre ou réappuyer sur la sécurité peut-être? Non, pas forcément appuyer dessus, mais juste, bah, on le dit, mais se former, en fait, commencez pas à acheter n'importe quoi ou investir dans les projets que votre influenceur préféré vous a vendus. Renseignez-vous un minimum et puis apprenez comment ça fonctionne. Enfin, il y a une phrase que je trouve pas mal, c'est investissez dans ce que vous comprenez. Ouais. Ça résume assez bien. Hmm. Voilà. Ok, top. Et dernière bah, question de ce trio de fin. Qui aimerais-tu voir dans le Clonecast? Qui devrais-je inviter? Bonne question. Ouais, pendant que tu réfléchis, je peux dire aux auditeurs que les questions, je les envoie pas en avance, ou pas tout le temps. Du coup, je prends un peu l'invité au dépourvu. Je pense que tu pourrais inviter Welmer ou Ilexienne, dont je t'enverrai les contacts, qui sont deux Français qui ont créé une agence de marketing pour les projets Web3 qui ont fait une croissance impressionnante dans les derniers mois, dernières années, là, qui sont partis de rien et qui ont monté une agence qui marche du feu de Dieu. Donc un des deux, voire les deux, vu qu'ils travaillent ensemble, donc à voir, mais les deux seraient pas mal, je pense. Et ce serait du coup un nouvel arc, euh, enfin, nouvel arc. Des personnes du Web3, du coup, ce serait plus côté marketing. Ouais, Donc ça fera un nouveau métier à explorer. ok, nickel. Mais écoute, je te laisserai m'envoyer ouais, les pseudos après coup, mais c'est noté à ma liste d'invités qui se remplit au fur et à mesure que les épisodes passent. Hmm. Et je te remercie du coup pour cet échange. Ça nous a permis d'aborder sur le podcast un nouveau sujet, un peu plus technique, mais tout aussi intéressant. Et puis si on veut te Merci à toi pour retrouver, l'invitation. eh ben avec plaisir. Et puis si on veut te retrouver et te contacter pour d'éventuels projets ou questions, il y aura ton compte Twitter en description. Super, merci. Merci à toi, Alchimiste, merci aux auditeurs et on se dit à la prochaine. Ciao.